Alors en ce moment, clairement, on a commencé ces 2 cycles d'ateliers d'écriture qui se chevauchent, se répondent. Donc évidemment, ça devient le centre de gravité là, pour les semaines à venir de la chaîne. Mais pas envie pour autant de lâcher, ce qui fait que cette chaîne m'est nécessaire. En quoi elle est une sorte de souffle un petit peu vital. Ça suppose que je continue d'avoir ces carnets, ces petites notations au jour le jour. Ça suppose qu'il y a aussi ces histoires qu'on raconte. Et puis, bien sûr, aussi les livres qu'on lit. Parce que, justement, c'est quoi le livre? Sinon, c'est cette instance de médiation vers le grand dehors qui vous permet le temps de la lecture, d'installer ce repli sur vous-même, ce repli réflexif qui vous envoie autrement vers le dehors, en faisant travailler les questions qui préexistent déjà, mais c'est ça qui vous augmente. C'est ça la grande respiration intérieure. On ne l'a pas oublié, le livre, parce qu'on est dans le numérique, mais le numérique participe aussi de ce jeu réflexif. Et aujourd'hui, pour entrer dans ce livre, c'est une auteure bengali, Sumana Roy, avec ce titre extraordinairement singulier. Comment je suis devenu un arbre, c'est chez Höbeke. Et comment un livre comme ça peut vous parvenir, par quel canal, par quel petit chemin et à quel autre dialogue il renvoie. Alors là, je voulais vous emmener aussi justement sur Internet. La page que j'ai ouverte, elle est ultra simple, élémentaire. Il y a une vague photo, mais indéchiffrable. Et puis, bonjour, virgule, je suis Karl, point. Je vis à Tsujido, Japon. En ce moment écrit en italique. La vie, c'est le présent d'où vous êtes. Ça dit rien, ni de l'avant, ni de l'après. Depuis avril 2000, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans. Bah oui, mais moi aussi. Et ça fait 20 ans que je le lis, Karl. J'écris les billets de Lagrange. Lagrange, c'est le nom du site. Lagrange, la-grange.net. Le carnet de l'année 2021 est en cours, avec le mot carnet qui est ici. Pour suivre les mises à jour irrégulières, parce que des fois il s'arrête. Depuis 20 ans, c'est plutôt quotidien, sauf ces périodes où tu prends distance pour te renouveler. Il vous suffit de vous abonner au feed Atome. Toi, tu sais ce que c'est un feed Atome? Moi, je ne le sais même plus. Mais pendant tous ces premiers temps du web, avant cet surgissement qui avale tout de la machine molle des réseaux, on avait ces fils RSS qu'on choisissait. C'est-à-dire que tu fabriquais ton propre chemin de lecture dans l'intérieur du web. Alors là, on est censé savoir. Alors sur Karl, si vous entrez sur mon site Tiers Livre, si on descend un petit peu, là justement, il y a le sommaire des ateliers d'écriture, il y a ce qui renvoie là, à ma petite boutique d'édition et mes livres. Cliquez par là pour les commander, mais c'est pas une incitation à la débauche. Et puis ensuite, le sommaire général des vidéos, parce que c'est pareil, c'est la question du flux, de la masse, quand on a 1800 et quelques des vidéos. Alors j'ai classé en gros, et puis là, il y a archives, vlogs et voyages. Et si on descend, voilà, ça c'est ce vlog. Alors évidemment, c'est des traces de vie, là aussi irrégulières, mais tu le fais tout petit à petit, sans penser à une somme. Et là, dans l'index, balade et vlog journal, et un petit 1, il faudrait que j'améliore ça, où plus différents regroupements de voyages, Tel Aviv, Jérusalem, Oakland, San Francisco, Californie, grand lieu près de Nantes, et 3e voyage Japon 2016. Je clique là, parce que ce petit séjour d'une dizaine de jours, il se résume en 8 vidéos. Et une des vidéos, c'est Yokohama, 12 novembre 2016. Vous vous rendez compte? Il y a déjà bientôt 5 ans. Et ça passe comme ça. J'ai l'impression que le Karl, il est encore avec moi. Ça passe trop vite, ça nous brûle. Chemin pour voir Karl voir. Donc voilà Yokohama. Et puis mon Karl, on doit le voir par-ci, par-là, qui arrive. J'avais fait le voyage en train de Tokyo à Yokohama. Et Karl, c'est lui. Et il se promène toujours avec un appareil photo. Et là, il travaillait sur les petits signes urbains.
Mais c'est aussi quelque chose qui m'interroge dans la relation. Je le connaissais bien avant de venir vivre un an au Québec. Là, lui, il habitait à Montréal à l'époque. On s'est croisés évidemment plusieurs fois, le rapport s'est densifié. Mais ensuite, il part au Japon. Et puis, est-ce que ça compte vraiment quand ça fait 20 ans que tu lis quelqu'un au jour le jour? Et dans ces rituels, Karl a une sorte de déroulé de journée. Et ce déroulé de journée, moi, ce blog, je le considère comme une œuvre poétique majeure de notre époque. Peu importe ce genre de jugement. Simplement, c'est une pratique. Est-ce que c'est une pratique d'auteur qui mène au livre? Ah, il y a une dizaine d'années, on avait tenté avec un copain, on s'était mis... Karl nous avait laissé faire, ça s'appelait Numérique Livre. Oh là là, le pauvre, il est décédé, le copain, depuis. On avait pioché, tous les deux, dans le blog de Karl, ce qui nous intéressait comme texte, comme image, et on avait fabriqué 2 livres offerts à Karl. Vous croyez que ça l'a vraiment intéressé? Non. Amusé, sans doute. Alors c'est un site extrêmement élémentaire. C'est d'autant plus surprenant que ce gars, en maîtrise informatique et en compréhension de l'Internet, il a commencé sa vie comme astrophysicien. C'est comme ça qu'il est entré ensuite dans cet organisme qui s'appelle le W3C en bon français. C'est l'organisme chargé de formaliser les normes du web. Et puis maintenant, il travaille pour des grosses boîtes comme Firefox, le navigateur Mozilla, etc., etc. Depuis la plage où il habite, à Fujido, Japon. Moi, c'est à Yokohama que je l'ai vu, une ville pas trop loin. Alors, c'est quoi ce rituel de vie? Alors, ça commence par 1 heure. C'était déjà ça à Montréal, c'était déjà ça quand il vivait à Tokyo. C'était déjà 1 heure où, évidemment, l'ambiance de ce qui t'entoure, ce que tu bois, café latte pour lui, ou maintenant je suppose que c'est beaucoup plus le thé, ou justement avec toute la pandémie, est-ce que ce rituel d'écriture écarnée, il l'a pas simplement fait chez lui? J'en sais rien, ça compte pas trop ce genre de détails. Mais en tout cas, moi c'est quelque chose que je sais pas faire. C'est-à-dire commencer la journée par, pendant 1 heure, s'isoler avec un livre et un petit calepin. Ce jeu manuel où tu dessines, tout ça. Et dans son rituel à lui, il y a aussi l'appareil photo. Et tous les jours, il y a une photo. Si j'ouvre par hasard, 18 juin, à l'ombre de la cité, Tsujido, Japon, 17 mai 21. Et il y a une suite de petits carrés. Alors le carré en ce moment, il est en train de lire un livre d'Anna Moy, qui a aussi écrit un livre qui est en folio qui s'appelle Le riz noir, ça s'appelle Le pays sans nom. Et de sa lecture du matin, il retient une phrase. Nous caressions les piliers et les fenêtres sculptées d'autrui, en tremblant d'émotion. Ensuite, il y a ce qu'il écrit dans l'écho, le prolongement, la vibration de ce qu'il est en train de lire. Encore un moment ce matin où je déambule dans l'esthétique de la cité de Tsujido. J'ai une petite impression de ce quartier de Singapour que j'aime tant, Tiong-Bahru, parce que ce type, tout ce qu'il a fait comme voyage, en particulier comme en Asie, c'est faramineux. Ici, il ne manque que le petit commerce en bas des immeubles. Ils ont été regroupés sur le bord de la cité dans un des immeubles. Tiong-Bahru est un peu plus distribué, mais surtout, il y a de l'espace entre les immeubles, la végétation. Et oui, vous êtes à la fois dans la ville, l'intime du quotidien, cet état-là de réflexion, et puis ensuite, ça part sur le bord du chemin, coécriture, c'est une qui écrit, les autres qui racontent, etc. Et chaque fois, c'est des voyages, des liens, ça concerne aussi l'informatique. Alors, des fois, moi j'ai du mal, mais c'est aussi la philosophie ou l'importance éthique ou morale, et c'est tout. Ici, vous ne savez même pas, il pourrait rajouter à la main, ça on le fait tous, avant, après, c'est-à-dire le 18 juin, est-ce que tu pourrais avoir une ligne qui te mette après et passer au 19 juin? Non, tu peux descendre en amont, voilà, 17 juin, langage de la rue. On a une autre phrase de Anna Moy, mon premier projet n'était pas de construire, mais de recycler une maison en bois. Et puis, sa méditation et ces marquages qui, au Japon, il découvre et il nous explique comment a évolué ce marquage qui signale la frontière entre les espaces privés et l'espace public, qui avant était sous forme de stèles, qui maintenant sont délaissées, qui maintenant sont insérées directement dans le sol. Et puis, sur le bord du chemin,
eh bien, des diagrammes sur la pandémie au Japon. Et puis, tiens, ben ça, comme par hasard, ça m'avait fasciné. Vous voyez cette photo? C'est un schéma de une pièce de théâtre contemporaine, mais où on reprend le dispositif carrément, pas de peep show, mais quelque chose comme ça, mais pour faire que la position des regardeurs circulaires soit isolée par des cloisons. Et là, ben, il y a le lien pour aller voir d'autres photos de ce dance show. Et c'est énorme ce qu'on découvre petit à petit en suivant Karl comme ça une fois par semaine et en redescendant. Alors je fais marche arrière parce que là encore, il n'y a rien pour vous aider à naviguer, c'est hyper fruste. Et si je reviens dans la table d'accueil, pour moi ça a commencé, je m'en suis aperçu. Je sais que c'est le mois de mai, 1er mai, 2 mai, 3 mai, 4 mai, vous voyez, c'est totalement quotidien tout au long du mois de mai. 15 mai, poisson. Apparemment, on est sur la plage. Et puis, il est en train de lire, justement, Sumana Roy, et ce titre énigmatique, Comment je suis devenu un arbre. Et c'est comme ça que j'ai découvert Sumana Roy. Parce que 30 jours d'affilée, je suis devenu dans une lecture totalement énigmatique de cette phrase qu'il donnait. Mon besoin de devenir un arbre était celui de revenir au temps lent dans ce cas. Et sa méditation à lui, et pourtant il semblait encore qu'il nageait. Était-ce un rêve? Cet étrange souvenir de la masse humaine dévitalisée court quelques mètres sous terre. Le couloir des métros de Tokyo et Shimbashi ont un nom, le Styx, entre les grains de sable. Il se frayait un chemin dans une lente urgence. Et puis sur le bord du chemin, les théories de Meaning, un bot muséal, des choses sur la sécurité informatique, etc. Mais c'est ça qui est important. On va remonter un petit peu. La veille, fraise, une phrase de Sumana Roy, volupté. L'arbre pouvait-il être nu? Point d'interrogation. Comment je suis devenu un arbre? Sumana Roy. Dans le chemin de son école, puisque son fils est très présent dans ce blog, il y a une plante sauvage. Je dois me baisser pour caresser les feuilles. Au plus près du sol écrasé sous l'épaisseur du monde, je peux enfin embrasser la volupté. Et si je continue, et c'est presque rien, ça aussi c'est une leçon. C'est-à-dire, tu peux plus aller à Tokyo, tu voyages plus, comment repartir en Californie, au Canada, comme ce gars le faisait tout le temps, avec son tout petit sac de voyage et son équipement minimum. Mais même si on n'a que l'expérience du quotidien, même si ce que tu photographies du monde, c'est grand comme la main, là, justement, quelques fruits dans la paume de sa main, eh bien, quelques kilos de prunes dans l'arbre du jardin, un peu pour nous, et faire du jus de prune et de l'umeshu, quelques-unes pour les amis. Ça, c'est Karl. Les arbres n'ont pas de visage. Comment je suis devenu un arbre? Sumana Roy. Au Japon, les objets oubliés sont rarement perdus. Ils sont élevés du lieu des pieds vers l'horizontalité des yeux. Dans la rue, dans les lieux publics, s'il n'y a pas de bureau des objets trouvés, ils prennent de la hauteur. Dans l'attente parfois longue d'un propriétaire sans visage, ils accumulent la poussière, la pluie, le soleil. J'ai vu des objets changer de couleur, j'ai vu des objets se diluer, mais ils sont restés là dans l'attente d'un jour heureux, sans angoisse. Je crois que quiconque a voyagé au Japon sait. Il y a vraiment 30 fois le livre de Sumana Roy, c'est ça qui me pose des questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, le trouble que tu as de ces phrases, ou le dérangement que tu as, ben, t'achètes le livre. Dans mon cas, ben, tu cherches, tu commandes, et puis le miracle, c'est que 2-3 jours après, il arrive chez toi, alors qu'a priori, je ne pense pas qu'on puisse le trouver si facilement. C'est une question aussi, ça, qui est lourde d'incidence. Et tu te lances. Alors, est-ce que tu retrouves les phrases de Karl? Oui, tu sais qu'il n'a pas triché, que toutes ces phrases, elles y sont. Est-ce que, pourtant, tu découvres ce que tu avais projeté, toi, de son travail d'extraction au compte-gouttes de petites phrases, alors que tu es dans des grands chapitres? Et ce que tu découvres, c'est un livre qui travaille sur le fond, son statut, son rôle, sa perception de femme dans le monde, là, en transformation de l'Asie, mais avec évidemment aussi
des pesanteurs, des rituels, tu sais, qui sont très dérangeants. Soudain, tu te trouves là, lancé dans le pays de Rabindranath Tagore, et même il y a une université Rabindranath Tagore qu'on traverse là souvent dans les lieux du livre. Mais cette forme de récit, comment la poétique joue à travers la prose. Et là, j'étais plus du tout dans le blog de Karl. Tu te dis, mais justement, cette idée du livre, si elle te perturbe, qu'est-ce qui perturbe ici? C'est que précisément tu as changé de repère, que tu te retrouves dans un monde structuré par les croyances bouddhistes, par les rituels familiaux, des rituels mortuaires, les rituels de voyage, des récits qui sont affectés et par sa condition de femme, cette résistance qu'elle instaure par la médiation de l'arbre, et par les frictions intérieures d'une société évidemment travaillée par le jeu mondial, de l'argent, de l'économie, de la transformation, de la violence écologique que ça peut représenter, les jeux aussi de misère que ça suppose, et puis en quoi, pour se travailler soi dans l'épaisseur du temps, dans là où on est sur la planète, eh bien ce serait ça, cette espèce de déplacement très lent, fragile, où vous êtes. Alors, est-ce que Karl, vivant en Asie, dans l'intérieur aussi de ces rituels, de cet autre dépli du temps, lui pouvait être directement plus près de cette instance poétique là disséminée? Si je reviens à la page d'accueil de Karl, si je descends au 1er mai, lentement l'arbre, photographie d'arbre bien sûr, première citation de Sumana Roy, la vitesse m'épuisait, je voulais vivre à l'heure de l'arbre. Et si je repars à la page d'accueil et que je descends au 31 mai, 28, 29, 30, 31, pourquoi n'existait-il pas de rituel de deuil des plantes? Et pourquoi n'écrivait-on pas de nécrologie en mémoire des arbres défunts? Est-ce que je parle de Karl? Est-ce que je parle de Sumana Roy? Est-ce que je parle de moi? Est-ce que tout ça se rejoint et que c'est ça qui nous importe même dans cette question de l'atelier d'écriture? Apprendre à obéir à cette pulsion d'écrire jusqu'à reconnaître le livre qu'on a à faire. Et que le saut mental pour reconnaître ce livre qu'on doit faire est probablement beaucoup plus important, beaucoup plus difficile que toutes les techniques qu'on a à mettre en œuvre pour l'écrire, le livre. Alors avant que je lise 2 pages, un petit extrait, ce qui est impressionnant aussi, c'est que, un petit peu comme dans la Sentimenthèque de Patrick Chamoiseau, toi tu es là. Chamoiseau, il était dans son île Fort-de-France, elle est au Bengale, et quel que soit l'endroit où s'exprime à travers nous notre condition humaine, notre curiosité, la fonction de l'écriture, la fonction de la littérature, elle traverse partout, elle traverse tout. C'est-à-dire, ce livre est une immense anthologie de la littérature mondiale dans son rapport à l'arbre. Et du décalage qui s'installe, parce que, parlant de cette relation du végétal au récit, du végétal à notre condition d'homme, si tu réécris l'histoire de la littérature à travers juste ce tenseur, eh bien, c'est précisément ce rapport-là qu'on va changer. Et là, il y a Thoreau, Walden. Le sol de la forêt est couvert de fleurs, la lumière de la lune, nimble chanteur, la forêt dans un luxueux dispositif, et pourtant la question rhétorique. Balokilagi, est-il possible d'aimer cette solitude, se pose. Ainsi que cette autre interrogation, pourquoi la forêt est-elle à ce point liée à l'isolement? J'ai enseigné Walden de Thoreau à mes élèves. Régulièrement, l'un d'eux se demandait s'il y avait des arbres solitaires. Un arbre isolé se sentirait-il seul? Et si tel n'était pas le cas, où aurait-il pu trouver de la compagnie dans une forêt? La solitude est une éducation silencieuse. Le sentiment d'une inévitable absence de domicile lorsqu'il se frotte à la possibilité de se perdre en forêt
s'insinue chez bon nombre d'entre nous, qui concevons le foyer comme un studio, la maison comme un théâtre, comme une scène sans panneau, entrée ou sortie, sans prompteur ni résident permanent. Des foyers aux pièces assignées selon leur fonctionnalité, chambre, salle de bain, cuisine, ainsi de suite. C'est la première étape de notre relation à la forêt, de chercher à devenir comme elle, car nous devenons peu à peu les amants que nous prenons. J'ai perdu mon chemin un soir, en rentrant du camp à Ajmabad, écrit Satya, à propos de la première fois où il se perd. Dans un épisode réjouissant de Pater Panjali, Apu erre dans une jungle voisine tout en cherchant sa grande sœur, Durga. Les fruits des arbres, les toiles pendantes des plantes parasitaires deviennent alors terriblement effrayants pour le petit garçon. Il imagine des fantômes, des monstres et la mort comme seul un enfant le peut. C'est ce caractère viscéral de la forêt qui a fait des hommes des chasseurs, a provoqué leur désir d'assujettir et conquérir ce qui n'est en effet qu'une assemblée d'arbres. Mais plus importante peut-être est la reconnaissance de la forêt comme ayant un esprit à elle, l'esprit d'un concurrent intelligent, capable de se montrer plus malin que l'humain, qui change un homme en animal alerte. En cela, la forêt sépare l'âge mental des hommes, des athlètes aux ermites. L'un y amenant son corps afin de rivaliser avec la forêt, l'autre pour enterrer son esprit d'autrefois et le regarder pousser sur d'anciennes ruines, se perdre est une idée terriblement romantique, voire élitiste. Se perdre dans la forêt débute comme une extension de cette idée. Je parle en tant que victime consentante. Chaque fois que j'ai marché dans une forêt pour me perdre, j'ai toujours su, sans l'admettre sur le moment, qu'il y aurait une route pour en sortir. Une qui relierait ma maison à la forêt dans une géométrie possible. Cette confiance est un peu celle du batelier. Il doit y avoir une berge quelque part où son bateau pourra s'amarrer et sur laquelle lui-même pourra débarquer. Cependant, les bateaux se perdent en mer et les hommes ont passé pratiquement leur vie entière à tenter de trouver un chemin hors de la forêt. Se perdre est essentiellement un art d'étranger. Créatures terrestres, les hommes errent en mer, mais pas les poissons. Ainsi, les personnes étrangères à la forêt viennent-elles de lieux avoisinants à la recherche de leur vie et d'un moyen d'y subvenir. Elles s'y perdent et se retrouvent, mais bien souvent aux abords de la mort. Un pauvre homme de Patna vient avec l'idée de trouver des terrains forestiers ou cultiver de la laque, mais il se perd, se fait assaillir par la chaleur extrême, le manque d'eau, errer où sont les portes de sortie dans une forêt, l'épuise. Il tenta d'appeler à l'aide, mais où trouver des gens? Dans cette dernière question réside l'extension d'un paradoxe philosophique important. Si un arbre tombe dans une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, cela en fait-il un son? George Berkeley posa cette question au début du XVIIIe siècle. Des variantes de cette question ont été posées par des philosophes, des physiciens, dont Albert Einstein, Niels Bohr. Les réponses allant d'explications scientifiques du son et des vibrations à des spéculations métaphysiques sur l'effet que les incidents ont sur des mondes extérieurs à eux. La solitude est peut-être une maladie, à la fois la cause et l'état, voir ce qui se métamorphose en esprit supposé de la forêt, la peur de la solitude viendrait moins facilement à l'habitant d'une garçonnière qu'au vagabond dans les bois. Merci, Karl, si tu passes par là, de m'avoir fait découvrir Sumana Roy, un livre de plus que je te dois. Un dernier pour la route, 26 mai 2021. Se perdre. Voilà la photo. Se perdre est une idée terriblement romantique. C'est le texte que je viens de vous lire. Texte de Karl. Se perdre en forêt est une désorientation complète. Je ne me suis jamais vraiment perdu en forêt. J'ai parfois hésité sur la direction dans laquelle marcher ou bien rallonger mon chemin. Mais peut-être n'ai-je jamais marché dans une forêt assez dense et profonde pour ne plus comprendre sa géographie, sa sensibilité, son inclinaison. Mais au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été dans des forêts, que ce soit sur les hauts de Rouen ou du côté de Saint-Philbert, le plaid posé dans les feuilles mortes, les branches tombées sur le sol pour construire des châteaux qui survivent encore dans la mémoire. Qu'est-ce qu'un livre? Sinon,
ce qu'il vous fait écrire.